Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir mes deux intervenantes de ce jour que je vais vous présenter à l'instant une fois qu'elles seront assises. Hélène et Stéphanie, bienvenue. Ah, c'est un bon moment parce qu'on ne va pas parler de CSRD, quoi. Et encore que si tu fais des commentaires dans le micro, parce que c'est enregistré. Bonjour à tous, je vais me présenter très rapidement. Je suis le fondateur d'une agence de com et de conseil qui s'appelle CIDIES. Je connais ProDurable depuis la première année, je vois l'évolution, c'est devenu un marché mainstream, c'est impressionnant. Et je suis heureux de partager aujourd'hui avec vous sur un sujet qui, à mon grand étonnement, est très peu traité, dont on parle très peu. C'est le sujet de l'adaptation. Parce que depuis les différentes COP, au fil de ces années, on a vu surgir ce sujet de la question de l'adaptation de nos systèmes, de nos écosystèmes, mais aussi de nos entreprises, de nos modèles économiques. Et j'avais envie de partager une petite causerie au coin du feu avec Stéphanie Dupuy-Lyon, qui est directrice Bonjour. RSE. Alors, je prépare toujours un papier, mais après, je ne sais pas où je le mets. Qui est directrice, si je me tombe sur ton titre, directrice RSE du groupe. De l'engagement sociétal du groupe La Poste. Très bien. Directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Donc, une très grosse machine que tu vas nous décrire quand même en une minute d'introduction, si tu veux bien, pour qu'on mesure un peu les effets. Et à côté de cette grosse entreprise publique, on dit encore entreprise publique, Stéphanie ? Oui, ça reste une entreprise publique. Une entreprise, une SA, mais à capitaux publics. Ok. Et à côté de toi, Hélène Valade, tu veux bien me donner ton titre exact avant que je me plante? Tu es directrice du développement de l'environnement, c'est ça, comme ça, absolument. Dans le groupe LVMH. Exactement, mais parfait. Voilà. Donc, on avait envie de partager avec vous une petite conversation sur ce sujet de l'adaptation, parce que peut-être ça ne vous a pas échappé, mais en 2024, le gouvernement a lancé une initiative qui nous a parlé de la France à plus 4 degrés. Et moi, j'avoue qu'en tant que communicant, en tant que expert de la mobilisation des publics sur le sujet de la transition écologique, je sentais qu'il y avait une espèce de faille sismique qui s'ouvrait sous mes pieds, puisqu'on nous a répété qu'il fallait tenir le 1,5 degrés et que sinon c'était la catastrophe. Tout d'un coup, on nous parlait de nous préparer à plus 4 degrés, ce qui est quand même un changement absolument effarant. Alors avant de revenir sur ce point-là, parce que je voudrais vraiment qu'on ait respecté 15 minutes de discussion avec vous, je voudrais revenir sur le sujet de comment ça se passe dans vos entreprises. Comment est-ce que vous embrassez le sujet à la fois culturellement et à la fois méthodologiquement? Comment est-ce que vous l'embarquez à La Poste? Pour te donner la parole en premier, Stéphanie. Ok, merci Gildas. Ravie de cette causerie et avec Hélène également, et puis bien sûr avec vous toutes et tous. Alors peut-être avant de plonger dans l'adaptation, il faut peut-être quand même que je revienne un petit peu sur en effet ce qu'est cette entreprise, le groupe La Poste, pour planter un peu le décor. Donc comme Gildas l'a mentionné, le groupe La Poste, c'est déjà une entreprise qui est entre guillemets riche de plusieurs siècles d'histoire, voilà, qui est porteuse de missions de service public, mais pas seulement. C'est un groupe aujourd'hui qui est multi-activités, dont plus de la moitié de son chiffre d'affaires, qui se porte à un peu plus de 34 milliards d'euros, est fait à l'international. 4 grands métiers. Le transport logistique, la banque assurance, les services de proximité et puis les services numériques.
Voilà, on a on a 600 filiales et un certain nombre de marques que je pense que vous connaissez dans votre vie du quotidien, Colissimo notamment, Chronopost ou DPD si on vous parle de colis, la CNP pour les questions d'assurance notamment, la Banque Postale si c'est votre banque, mais également DocaPost pour des produits numériques, notamment comme l'identité numérique. Et puis, c'est aussi une entreprise qui se transforme. On a encore un peu plus de 35 000 points de contact et un maillage territorial très important. On a un peu plus de 60 000 facteurs. Les facteurs, c'est notre première ligne à peu près 200, on est entre 230 et 240 000 postiers-postières, donc 60 000 encore facteurs qui vont partout, 6 jours sur 7 au domicile des Français. Et pour vous donner aussi un peu une nouvelle image des facteurs, ça sera en 2024 10 millions de repas portés au domicile, notamment pour les personnes âgées. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un peu ce qu'est ce groupe. Voilà. Alors ce groupe, il vient, là je vais paraphraser mon président Val, on avait le service du roi quand il a été créé, la Poste a été créée pour les flux physiques. Ensuite, il y a eu le service public, les missions de service public et quelque part la responsabilité sociale et environnementale, un des sujets qui porte entre guillemets les questions d'adaptation, elle vient de cette filiation-là. Voilà, donc ça, c'est pour ça que ce groupe-là, c'était important quand même que je remette le contexte pour expliquer pourquoi oui, puis il y a une volumétrie, il y a un nombre de people qui est très important, exactement. Et il y a des infrastructures aussi. Ouais, exactement. Voilà, donc du coup, sans être beaucoup plus longue sur cette entreprise, on est entreprise avec une qualité d'entreprise à mission depuis juin 2021, et donc on s'est donné dans les statuts de l'entreprise des engagements d'avoir de l'impact vis-à-vis de 4 grandes transitions de la société. La transition démographique, avec notamment le vieillissement de la population, les transitions écologiques, d'où cette question du climat et des gaz à effet de serre, les questions de transition numérique et les questions de transition territoriale. Donc voilà, c'était important que je vous redonne ce contexte-là. Et donc, automatiquement, quand on est ce groupe, cette entreprise engagée et responsable, en fait, on a un objectif unique. Donc, comme je l'ai dit à Gildas, on est une entreprise, donc on doit être rentable. Voilà. Mais l'entreprise et le groupe La Poste, ce sera une entreprise qui n'est pas une entreprise qui va maximiser ses profits à tout prix. Et c'est une entreprise qui a mis au même niveau l'objectif de rentabilité et de responsabilité. Tout simplement parce qu'on croit aussi que dans 10 ans, une entreprise qui n'est pas responsable ne sera plus rentable. Là, ça me permettra d'arriver au sujet plus de l'adaptation. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, dans notre stratégie, dans la stratégie de l'entreprise, dans les orientations vraiment prises par le comité exécutif, par les instances de gouvernance, en fait, on a des politiques environnementales. Et donc, dans les politiques environnementales, on a ce qu'on appelle une politique climatique. Et dans la politique climatique, il y avait en méthodologie une première étape qui était de dire combien on pèse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous l'ai dit, un de nos métiers, c'est le transport et la logistique. Donc automatiquement, on émet. Voilà. Et il y a aussi des produits numériques, donc le numérique émet également. Donc on est passé par une phase vraiment méthodologique depuis quelques années où on a affiné ce qu'on pèse en émissions de gaz à effet de serre sur notre périmètre industriel et commercial. Je ne vais pas parler de nos portefeuilles d'investissement de la banque et de l'assurance. Et donc, c'est 5,6 millions de tonnes de CO2 par an. Et donc, on travaille déjà depuis au moins 10 ans. On était engagé sur la politique climatique. Donc, on a affiné ces émissions de gaz à effet de serre. On était d'abord très au courant de notre scope 1, scope 2. Et aujourd'hui, on pense avoir à peu près approché notre scope 3 avec les 15 catégories. Et donc, on avait engagé un premier pilier de notre politique climatique qui était la décarbonation. Ce n'est pas l'objet de la réunion. Non, c'est pour ça que je voudrais que tu cavales sur mon sujet. Et donc, je cavale et j'y arrive. Et le deuxième pilier d'une
politique entre guillemets climatique, après avoir mesuré notre empreinte et d'avoir décidé de décarboner. On est quand même la première flotte de véhicules électriques. On est le premier acheteur quand même des vulles électriques de Stellantis et de Renault. S'ils n'avaient pas eu nos commandes il y a 10 ans, ils n'en seraient pas là sur le déploiement des véhicules électriques. Je le dis, c'est important. Et donc oui, depuis quelques années, on travaille à ce deuxième pilier qui est la question de l'adaptation. L'adaptation au changement climatique. Et donc en fait là, en termes de méthodologie, mais je m'arrêterai là pour aussi que tu me Alors, je te repasse le ballon juste après la présentation du cadre LVMH, parce que ce qui est intéressant et la raison pour laquelle je les voulais toutes les deux l'une à côté de l'autre, c'est que c'est à la fois un très grand volume, c'est de l'international, et à la fois c'est pas du tout les mêmes, c'est pas le même sourcing, donc on va rentrer, j'y reviens. Hélène, comment tu nous présentes le groupe LVMH et la politique RSE en quoi ? En 5 minutes, c'est ça ? Voilà, resserré. Bonjour à toutes et tous d'abord. Donc LVMH, c'est un groupe d'abord familial et ça change beaucoup de choses dans la projection sur le moyen et le long terme, qui regroupe 75 maisons dans des secteurs d'activité assez différents, qui ont d'ailleurs des enjeux climatiques et d'adaptation climatique extrêmement différents eux aussi. Secteurs d'activité que sont les vins et spiritueux, avec des marques comme Veuve Clicquot, comme Ruinart, comme Mouette, pour ceux qui aiment boire du champagne de temps en temps. Un autre secteur d'activité qui est celui de la mode et de la maroquinerie, avec des marques telles que Dior, Louis Vuitton, Loewe, Céline, Pucci, Patou. Voilà. Un autre secteur d'activité, celui de la distribution sélective, avec une marque qui vous est, je pense, assez familière, qui est Sephora, mais aussi Le Bon Marché ou La Samaritaine. Un secteur d'activité qui recouvre l'ensemble des maisons de parfums et cosmétiques. Et nous avons là des marques comme Parfum Christian Dior ou comme Guerlain, pour citer les plus importantes. Et puis enfin, un secteur montre et joaillerie, avec des marques comme Chaumet ou comme Tiffany, depuis quelques années. Et puis, pardon, j'en oublie un qui est d'ailleurs de plus en plus important en termes de stratégie environnementale, qui est celui de l'hospitality, avec des marques comme Cheval Blanc et comme Belmont. Voilà, donc un groupe qui est autour de 80 milliards de chiffre d'affaires et surtout de presque 300 000 personnes maintenant dans le monde entier, avec 40 000 personnes en France, et qui a mis au cœur de son développement, au fond, le développement de l'artisanat. On a d'ailleurs, il y a peu de temps, comptabilisé les métiers présents dans ce groupe, les métiers de l'artisanat. Il y en a à peu près 280 des techniques d'artisanat extrêmement précises, qui vont de la couturière jusqu'à celui qui répare les sacs, etc. Et c'est ça que l'on veut pérenniser, parce que les produits de LVMH ne se jettent pas. On n'est pas dans l'obsolescence programmée, on est plutôt dans la transmission de génération en génération de nos produits. Et donc, voilà, toute la question, c'est comment on maintient ce modèle extrêmement lié à la fois au territoire pour la partie vin et spiritueux et à l'artisanat en Italie et en France, pérenne dans le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé un peu partout en France et en Italie maintenant ce qu'on appelle des instituts des métiers d'excellence pour favoriser l'apprentissage, l'éducation de ces métiers. Alors, si j'en viens maintenant à la politique et la stratégie plus exactement environnementale, elle est au cœur du développement de LVMH, d'où mon titre d'ailleurs, développement environnement, et elle a été inscrite dans un des engagements. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, des engagements au cœur du modèle économique de LVMH, il y en a 4. Et donc, l'engagement environnemental et sociétal fait partie de ces 4 valeurs et se décline par une stratégie qui s'appelle Life 360, qui est portée par Antoine Arnaud. Vous avez peut-être vu
Antoine Arnaud au moment des JO, parce qu'on a une belle présence cet été pour accompagner Très justement belle malle. par l'artisanat un certain nombre de choses lors de cet événement. Et donc Antoine Arnaud présente tous les ans à l'Assemblée générale de LVMH les résultats de cette politique environnementale qui a 4 piliers, si j'ai encore là une seconde, qui a 4 piliers. L'économie circulaire, modèle de l'économie circulaire appliqué à l'ensemble de nos métiers qui va jusqu'à la réparation, et ça j'y tiens énormément. Le pilier de la traçabilité, vous savez que toutes ces chaînes d'approvisionnement qui reposent sur des matières extrêmement naturelles, on a besoin de savoir d'où elles viennent. Le pilier de la biodiversité, j'y reviendrai parce que pour moi c'est la politique d'adaptation, et le pilier évidemment du climat. Donc on a mesuré notre empreinte carbone en prenant pour le coup tout en compte, y compris les portefeuilles financiers. Donc nous on est plutôt autour de 7 millions de tonnes équivalent CO2 avec un scope 3. Vous voyez, vous êtes tous familiers maintenant avec ce qu'est le scope 3, qui représente 95% de cette empreinte globale, d'où l'intérêt de l'adaptation. Alors maintenant, mesdames, vous allez me faire des réponses courtes à des questions courtes. Ok, moi j'entends un Christophe Béchu qui nous dit on se prépare à des scénarios qui vont jusqu'à plus 4 degrés. Ça veut dire c'est comme l'histoire de la grenouille dans la casserole là. Qu'est-ce qui se passe? Alors ma première question, c'est dans vos activités très différentes. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe La Poste quand ça chauffe? Juste une image et quelques mots. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous savez que se joue l'impact dans vos métiers? Si tu peux répondre à cette question. Alors, ça ne chauffe pas forcément. Hein. Non. Oui, voilà. Tu as raison de le préciser. Non, mais voilà, je donnais l'image, j'étais avec ma grenouille. Alors, on peut dire ça chauffe voilà, au sens pas totalement, un peu figuré, on va dire ça comme ça, et pas au sens propre. Même si au global, ça se réchauffe. Il y a des risques d'inondation. Voilà. Alors, pour revenir sur l'histoire que j'étais en train de raconter, juste sur l'adaptation, donc comment on s'y prend, et par rapport notamment aux travaux de l'ancien ministre Christophe Béchu, mais je pense qu'ils vont être reprises par la nouvelle ministre Agnès Pannier-Runacher. Alors nous, en fait, on s'est mis dans on a fait jouer en fait l'entreprise avec les fameux 4 grands métiers que j'ai évoqués tout à l'heure dans 2 scénarios climatiques. La barre des 1,5 et la barre des 4 degrés. Voilà. Donc on s'est mis en stress, on a modélisé entre guillemets, et à la fois on a essayé d'approcher notre capacité de résilience et nos vulnérabilités. Voilà. Derrière les vulnérabilités, c'est classiquement qu'on a identifié ce qu'on appelle des risques de transition ou des risques physiques. Voilà, parce que quand on est à plus 4 degrés, on a des risques physiques sur nos actifs, notamment immobiliers, mais aussi nos actifs humains, parce qu'il y a des interruptions du fait des événements extrêmes climatiques. On peut avoir des dégâts sur nos plateformes, sur nos bâtiments. On a plusieurs millions de mètres carrés. On a un parc qui est au-delà de 11 000 bâtiments. On a identifié déjà 300 bâtiments qui sont dans des zones possiblement avec des situations climatiques extrêmes. Et les situations climatiques extrêmes, ça peut être trop d'eau, de la sécheresse, très chaud, chez nous, pas vraiment froid, voilà, mais en tout cas, voilà. Et donc, il y a ce qu'on appelle les risques physiques. Et puis, les risques de transition qui sont liés aux enjeux, parce que pour tenir donc un scénario à 1,5, c'est un scénario que nous, on a qualifié de transition réussie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, quand même, c'est les accords de Paris. Donc, on va dire que c'est un scénario de transition réussi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un groupe comme La Poste? Ça veut dire qu'il y a eu une obligation de décarboner. Donc, je reboucle avec mon premier pilier de la politique climatique. Nous, on est SBTI, moins 90% net zéro d'ici 2040 et 2030, premier jalon de décarbonation à moins 40%. Sur l'ensemble de notre scope, en global, émissions que je vous ai évoquées tout à l'heure. On travaille bien sûr sur nos portefeuilles d'investissement
d'investissement, mais nous, comme on est une banque, en fait, c'est 220 millions de tonnes de CO2. Donc, on ne travaille pas tout à fait de la même manière à décarboner un bilan d'une banque qui est juste le miroir de notre économie et de la société française. Sinon, on arrête d'être une banque. Parce que si on n'aide plus les personnes à, par exemple, acheter, à avoir un prêt immobilier, quand la plupart des Français sont des passeurs énergétiques, vous voyez, alors, on les accompagne du coup dans leurs travaux de rénovation, mais voilà, c'est en ce sens où je mets toujours de côté un peu l'empreinte d'un portefeuille de banque. Donc en fait, un 5 degrés, c'est à la fois une transition réussie. Donc on s'est mis en modélisation, donc avec des risques de transition, mais aussi des opportunités, parce que ça ouvre des opportunités, notamment en matière d'économie circulaire, parce que voilà, ça entraîne en fait des choses. Et donc c'est un surenchérissement du prix de l'énergie. C'est une obligation d'investissement majeur qui pèse qui sont au-delà du milliard en matière de décarbonation de notre flotte de véhicules, notamment pour le transport décarboné. On est quand même les numéros 1 du transport du premier et dernier kilomètre décarboné. On a les émissions au colis les plus basses et on transporte 2,6 milliards de colis par an, quoi. Voilà, donc c'est important, on pèse quand même de manière assez importante. Et c'est aussi une amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments. A contrario, un scénario à 4, c'est un scénario où on a échoué. Voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire que voilà. Et donc là, on est dans des effets qui sont pour le groupe La Poste en fait beaucoup d'effets climatiques, de dérèglement climatique qui entraînent des pluies torrentielles, des fortes chaleurs, de la canicule, de la sécheresse. Et ça, c'est les risques physiques, ils portent sur notre capacité. Donc il y a des interruptions d'activité. Il y a des dégâts sur nos bâtiments. Il y a des tournées facteurs qu'on ne peut plus faire. Il y a des chargements de nos camions qui ne sont plus possibles. Voilà, il y a des conditions de travail qui ne sont plus acceptables. Il y a des éléments qui ne sont plus assurables. Voilà. Donc, voilà, on a chiffré. Et donc, aujourd'hui, on a fait jouer notre modèle et on s'est mis en stress sur le 1,5 et le 4 degrés. Donc, ça, on sait. Et voilà, c'est chiffré. Okay. En risque, en euros, en opportunités également. Et là, on est en train d'opérationnaliser les choses. Merci. Hélène, je dois vous avouer un truc parce qu'on est entre nous, c'est qu'on était encore hier à Arles sur un sommet international organisé par Moët Hennessy sur les sols vivants, la qualité des sols. C'était passionnant. Comment ça va se passer pour le champagne, puisque tu en parlais et que ça m'intéresse tout particulièrement, à plus 4 degrés. Non, je dis ça pour mettre un sourire, mais comment est-ce que vous êtes impacté et comment est-ce que vous préparez au fait qu'il y a un certain nombre de filières qui sont extrêmement fragiles puisqu'elles sont naturelles? Oui, alors d'abord pour répondre à ta première question, parce que moi j'aime bien qu'on mette des choses très concrètes sur ces sujets. Qu'est-ce que c'est que et moi je parle davantage de dérèglement d'ailleurs, parce qu'il y a autant de refroidissement que de réchauffement dans des intervalles de plus en plus réduits. Et d'ailleurs c'est ça qui pose vraiment des problèmes. Et ça se traduit évidemment, comme pour La Poste, sur des choses sur nos assets, hein, c'est-à-dire sur nos ateliers de production, sur nos hôtels, notamment ceux qui sont en bord de rivières ou de fleuves. On voit bien l'impact que ça peut avoir sur l'asset en tant que tel. Mais le risque principal que nous avons, c'est en effet sur l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement, en commençant par celle des vignobles que nous avons en propre ou pas d'ailleurs, et qui sont soumis, et on le voit en ce moment d'ailleurs, je tiens à vous dire que la récolte de cette année va être absolument dramatique en quantité, mais qu'en qualité, elle sera, paraît-il, assez bonne. Voilà, mais en quantité, pas du tout. Donc on a des conséquences qui sont complètement directes sur nos filières naturelles. Et c'est la même chose sur tous les produits de LVMH. C'est-à-dire, vous imaginez des champs de coton, vous imaginez des champs de fleurs, vous imaginez des fermes. C'est la même chose. Donc c'est ça notre analyse des risques. Et on a utilisé la même méthodologie, peut-être avec le même cabinet, je ne sais pas. Citez-le. C'est EcoAct pour nous, en tout cas.
EY. Voilà. Ok. Bon, Ce sont les camarades. Voilà. Et c'est en effet cette capacité à se projeter dans des scénarios 1,5, 2, 2,5 et 4. Nous, c'est les choix qu'on a fait, c'est-à-dire on a utilisé plusieurs types de projections en identifiant les risques physiques, c'est-à-dire ceux qui vont concerner directement l'ensemble de nos assets et de notre chaîne d'approvisionnement, et les risques de transition, comme ça vient d'être décrit. Donc, je ne vais pas répéter ça. Et là, où l'on prend toute la mesure à la fois économique, sociale aussi, et financière de ces risques, c'est qu'ils pèsent essentiellement sur nos chaînes d'approvisionnement, dans la partie vignoble, mais aussi énormément dans la partie fashion, parce que si je prends par exemple la Mongolie, vous avez peut-être vu ce qui s'est passé il y a 1 an en Mongolie, où là, l'impact de ces phénomènes climatiques extrêmes a été amplifié comme jamais, et où l'on voit que non seulement les animaux meurent, mais certains des éleveurs aussi, avec ce type d'événements climatiques. Donc voilà, c'est là où les choses sont impactées, et c'est là-dessus que l'on est en train de se concentrer avec justement des politiques très spécifiques d'adaptation. Alors, comment vous faites? Parce que toutes les deux, donc, OK, vous avez fait les études, les scénarios. Bon. Comment on fait maintenant, quand on est fin 2024? Qu'est-ce qui est déjà sur la table? Comment est-ce qu'on priorise? Comment est-ce qu'on hiérarchise en fait devant ces enjeux qui sont colossaux, avec des investissements nécessaires qui sont du même ordre? C'est quoi là tout de suite maintenant? On est sur quoi là? 2024, 2025, 2026? Parce qu'on parle de l'horizon 2100 dans les scénarios non, en question. Alors, nous, c'est 2030 et 2050. Et vous? Ah oui, donc c'est très court. C'est beaucoup plus court que ça. D'accord. Mais la prévision du scénario plus 4, c'est un scénario plus 4 en 2100. Oui. Hein. Oui. Et après, le plan d'action, c'est 2025-2030. Okay. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est ça. En tout cas, on a fait jouer des échelles à 2030 et 2050. Alors, il y a beaucoup de... Comment on s'y prépare? Peut-être que du coup, on avait dit qu'on évoquerait quand même peut-être un peu la CSRD. Enfin, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, la CSRD, pour des entreprises à la fois qui sont engagées depuis de nombreuses années en responsabilité sur ces sujets, comme on vient de vous le présenter, la CSRD, nous, on le voit quand même comme à la fois une opportunité et une aubaine, parce que déjà, d'une part, je pense qu'on y est préparé, et de toute façon, en termes de méthodologie, elle nous aide à avancer et à faire prendre les décisions. Voilà. Donc, enfin, moi, la lecture de la CSRD, j'en fais une lecture plutôt d'opportunité et de cadre méthodologique qui vient conforter tous nos travaux et notre engagement, mais qui nous demande aussi d'aller un peu plus loin. Voilà. Ensuite, on est, nous, sur un horizon 2030-2050. Donc, à la fois, c'est demain, mais pas tout de suite, immédiatement. Parce que là, moi, j'ai un sujet majeur sur l'entreprise qui est l'enjeu de décarbonation. Parce que quelque part, tous les investissements prioritaires aujourd'hui, ils doivent aller sur les questions de décarbonation, sur les questions aussi de ressources matières que je n'avais pas évoquées, mais comme les a évoquées Hélène, parce que nous, on est sur des chaînes d'approvisionnement à la fois un peu moins exposées, mais quand même, voilà, parce que... Et donc, du coup, c'est vraiment un axe très fort aussi de politique. Et donc, quelque part là, on est en train d'affiner nos chiffrages. On sait qu'on va se situer entre 1,5 et 4, mais qui sait exactement quel niveau on va... Ça va dépendre aussi de notre investissement collectif. Hein. Là, on parle d'entreprise, mais l'investissement, il doit être fait aussi au niveau déjà à l'échelle mondiale, par les gouvernements, par les politiques, par tous les citoyens de cette planète et bien sûr par les entreprises. Donc, on est un peu tous à agir pour notre compte et pour le compte de tout le monde. Hein. Notre scope 3, c'est le scope 1 et 2 des autres entreprises. Notre scope 1 et 2, c'est le scope 3 des autres entreprises. Enfin là, on se tient un peu tous, quoi. Donc voilà. Donc il y a une part où de toute façon, il y a une temporalité. Donc il ne faut pas non plus, il faut aller vite et agir urgemment sur certains sujets, comme l'affalement des gaz à effet de serre, comme la question de l'investissement dans la biodiversité et la régénération des écosystèmes, parce que je pense qu'on se rejoint, je laisserai Hélène l'expliciter sûrement mieux que moi, mais la meilleure de notre assurance sur cette planète, notre assurance vie, notre capital de survie, c'est l'investissement dans la nature, c'est des sols vivants, parce que ça fait déjà une grosse part. Voilà. Donc, quelque part,
les investissements et l'action à court terme, elle est comment on affale du gaz à effet de serre, comment je réduis les ressources que j'utilise et comment j'accélère le recyclage, la réutilisation, comment je suis sobre, comment j'investis dans la biodiversité, c'est ça le plus prioritaire. Par contre, on doit accompagner l'entreprise à provisionner et à anticiper à la fois ces risques de transition et ces risques physiques. Et là, on y va de manière prioritaire avec des plans d'action. Nos bâtiments les plus exposés, on va les traiter en premier. Après, c'est quelques pourcentages de nos implantations. Donc, ce n'est pas non plus toutes nos implantations immobilières qui sont très, très exposées. Donc, voilà. Et puis, par ailleurs, on fait aussi des tests parce que pour le groupe La Poste, en tout cas au niveau des collaborateurs, essentiellement en France, sur les 233 000 collaborateurs postiers et postières, beaucoup en fait sont quand même dehors, notamment les facteurs, et donc ou même nos livreurs, les conditions de travail. Et donc, on teste aussi beaucoup d'améliorations dans des périodes d'extrême, soit de sécheresse, de canicule ou de pluie, de l'accompagnement entre guillemets de nos personnels. Ça peut être des gilets de rafraîchissement, ça peut être des bracelets d'alerte de température, c'est des équipements particuliers sous la pluie, c'est également de l'ombrage à certains endroits sur nos plateformes. Voilà. Donc il y a une forme de priorisation du plan d'action par rapport à l'adaptation, mais je dis quand même que c'est 2030-2050. Il faut l'anticiper, le provisionner parce qu'en effet, ça pèse en plusieurs centaines de millions d'euros, et voire même au-delà. Mais les priorités sont quand même sur des politiques au sens j'affale mes gaz à effet de serre, comment j'investis, j'atteins le zéro perte nette et je génère des gains de biodiversité parce que c'est un investissement majeur, et comment j'agis sur les ressources en sobriété et en recyclage. Même combat, Hélène. Même Vous combat. Avez parlé tout de suite du vivant et de biodiversité. Même combat, mais l'action, c'est maintenant. L'action, c'est maintenant parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, en fait. Et l'adaptation, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la biodiversité. La biodiversité en bonne santé, c'est-à-dire une biodiversité qui est capable, la biodiversité c'est la photosynthèse, c'est quand même elle aussi qui va permettre d'absorber, que ce soit par les plantes, que ce soit par les sols, de stocker le carbone. Il ne faut pas oublier cette donnée qui est absolument évidente, mais que tout le monde oublie. Voilà. Donc un sol en bonne santé, ça veut dire un sol qui capte du carbone et qui retient l'eau. Bon. Et donc, on s'est vraiment attaqué à cela de manière extrêmement forte depuis 4 ans maintenant. On a un axe dans Life 360 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un programme d'action extrêmement ambitieux, puisqu'on s'est fixé comme objectif d'ici 2030 de régénérer, préserver 5 millions d'hectares d'habitats de faune et de flore, et que pour cela, on est en train de se transformer en nouveaux agriculteurs, j'ai envie de dire. Pourquoi et comment on développe des pratiques qui s'appellent celles de l'agriculture régénératrice, qui sont en fait du bon sens, le fait de passer de la monoculture à la polyculture, dont on sait bien qu'elle a un impact beaucoup moindre sur le sol et sur la biodiversité, et pourtant qui a été très malmenée, puisque c'est plutôt la monoculture qui domine à peu près partout. Donc comment passer de l'un à l'autre, de la monoculture à la polyculture, très souvent aussi avec élevage. C'est comme ça qu'il y a des moutons qui font leur réapparition dans les vignobles d'un certain nombre de nos maisons de champagne, et puis qui se traduit, je ne vais pas vous l'expliciter ici très concrètement, mais vous voyez bien ce qu'on entend par pratique d'agriculture régénératrice. Ce sont des rotations qui permettent de ne pas épuiser le sol, ce sont des matières organiques qu'on utilise à la place des engrais, et ce sont des combinaisons d'espèces florales qui font que les sols sont moins abîmés et reprennent ces fonctions dont je vous parlais tout à l'heure. Et cela, on le fait dans l'ensemble des chaînes dont je vous ai cité le nom rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois dans les vignobles, où peut-être l'avez-vous vu, les paysages sont en train de changer, c'est-à-dire c'est plus des paysages, vous savez, de vignes à perte de vue. Ce sont des vignobles dans lesquels on voit apparaître des haies, on voit apparaître des arbres fruitiers,
Et c'est la même chose dans les champs de coton, c'est la même chose aussi avec nos éleveurs, où l'élevage, notamment de bovins, se conjugue avec de la plantation d'un certain nombre d'espèces florales, etc. Et ça, c'est une révolution qui est en marche chez LVMH et qui est extrêmement enthousiasmante, parce que différemment de ce que l'on voit avec le climat, puisque le climat, il y a un problème spatio-temporel. Le climat, on a beau agir, on n'en voit pas les résultats tout de suite et on n'en voit pas les résultats à côté de nous. Alors qu'avec la biodiversité, au bout de 3-4 ans, ça dépend des milieux et de l'état de milieu d'origine, c'est visible. Je suis allée, moi, un peu partout pour me rendre compte de ça. On voit réellement que la qualité du sol, que l'on mesure grâce à des prélèvements ou grâce à des données satellitaires, s'améliore. S'améliore, ça veut dire que la matière organique, elle est plus forte, et ça se mesure. S'améliore parce que la capacité à stocker le carbone elle-même s'améliore. Là aussi, ça se mesure. Bon. Et donc, ça donne envie de continuer et d'aller encore plus vite. On l'était, en effet, comme tu le dis, ces 2 derniers jours à Arles pour, au fond, faire le point sur les progrès que nous avons obtenus sur ces sols vivants et notamment dans les vignobles. Et c'est assez extraordinaire de voir que ça avance. Et je pense que c'est la meilleure réponse, la meilleure façon de s'adapter à ces évolutions du climat. Et la deuxième, si tu le permets, donc voilà, biodiversité, nature. Et la deuxième, c'est l'innovation. L'innovation, ça veut dire quoi? Ce sont des politiques d'adaptation qu'il y a derrière. Ça veut dire aller chercher justement des espèces végétales qui vont s'adapter davantage à ces événements climatiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin moins d'eau et qui vont pouvoir continuer à fleurir ou à s'épanouir, si je puis dire, dans des températures plus élevées. Donc on a développé des programmes de recherche et d'innovation qui sont axés sur l'adaptation. Ça veut dire aussi des nouveaux matériaux. Des matériaux qui vont davantage préserver la nature, utiliser moins d'eau dans leur manufacturing, utiliser et émettre moins de CO2. Donc on a tout un axe de recherche sur les nouveaux matériaux pour l'ensemble des secteurs dont je vous ai cité tout à l'heure. Et puis troisième chose à laquelle je tiens énormément, parce que tout ce que je viens de dire ne servirait à rien si on n'était pas en capacité de former nos collaborateurs. Parce que ça ne veut pas dire simplement à faire des fresques du climat ou de la biodiversité par-ci, par-là. Ça veut dire passer à une logique de vraie formation, c'est-à-dire des compétences dont on a besoin. Et on ne va pas simplement les chercher à l'extérieur. On fait évoluer nos collaborateurs pour qu'ils sachent qu'est-ce que ça veut dire que le sourcing vos collaborateurs responsable. Et vos partenaires dans la chaîne de valeur. Absolument. Parce que tout à fait. Quand il y a des viticulteurs, il faut tous les emmener. Voilà, exactement. Et nos fournisseurs, qui d'ailleurs auxquels on ouvre ces catalogues de formation, à la fois sur l'agriculture régénératrice, sur ce sourcing responsable. On vient, et pardon de faire une seconde de pub, ouvrir un campus, parce que vous êtes tous possiblement concernés, chez Yann Arthus Bertrand, à 45 minutes de Paris, dans un magnifique endroit qui s'appelle la Millière, qui est en fait une réserve de biodiversité. Yann Arthus Bertrand a décidé qu'il avait 30 hectares et qu'il fallait les réensauvager. Bon, et nous, on l'accompagne en partenariat, en mécénat, pour la construction d'un centre de formation qu'on a inauguré il y a une semaine, qui est réservé aux collaborateurs de LVMH, mais pas seulement. Donc voilà, on peut on est tous invités. Alors, voilà. C'est les 10 minutes qui me restent et que je veux absolument préserver. Vous avez vu, c'est des sacrées clientes, quoi. Je veux dire, en médias, par ailleurs aussi. Mais... Des clientes pour monsieur. Non. Alors, est-ce que vous avez des réactions? Moi, je garde quand même en finish la question sur... est-ce que c'est pas la grosse déprime, les plus 4? Mais bon, est-ce que vous voulez poser des questions ou réagir pendant que je vous vois? Ah, et c'est moi l'hôtesse. J'ai passé l'âge, mais il n'y a pas d'autres micros? Bonjour et merci pour l'intervention. Donc Xavier Rome, Pernod Ricard. Je pense qu'on a quelques sujets en commun avec vous, Hélène. La question que je me pose, c'est donc une fois que vous avez fait tous ces constats, il faut agir. Ça coûte beaucoup d'argent.
Donc, comment est-ce que vous quantifiez les impacts de vos investissements pour dire à vos Strexcom, à vos financiers, bah oui, faites ça, vous verrez, il y a un ROI qui est sûr pour le groupe. C'est pas juste pour le plaisir et pour l'amour du monde qu'on le fait, mais c'est bien pour que ce soit rentable pour le groupe. Donc, comment est-ce que vous faites cette quantification et comment est-ce que vous arrivez à convaincre? Alors, En 1 minute 30. la quantification, elle est faite dans le cadre des scénarios dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est-à-dire tous les scénarios ont été chiffrés en termes d'investissement. Bon, ça, c'est pas le plus compliqué. Donc, on fait des entretiens partout pour arriver à ce résultat-là. La chose compliquée, c'est celle dont vous parlez, c'est-à-dire comment on convainc tout le monde. Bon. Et là, ça prend énormément de temps, mais il y a une fonction qui est absolument essentielle pour avancer. Ce sont les directeurs financiers. Bon. Et donc, les directeurs financiers, on les associe de plus en plus autour de ce langage commun, à la fois de la réduction CO2, mais aussi de l'adaptation, avec nous. Et donc ça, d'ailleurs, je serais malhonnête si je vous disais que tout le monde maintenant est bien concerné, a bien compris tout ça. C'est 50-50. Mais voilà, on les fait monter à bord parce qu'autrement, vous avez raison, on n'y arrive pas. Et il y a une seconde chose, et d'ailleurs, je vous remercie parce que votre entreprise a joué le jeu. On est dans des coalitions d'acteurs pour avancer. Vous étiez d'ailleurs, enfin pas vous-même, mais les représentants de votre entreprise hier avec nous à Arles pour témoigner de cette manière d'agir à laquelle on croit beaucoup, c'est-à-dire ensemble. Et ensemble, on est en capacité d'investir un peu plus fortement et surtout d'embarquer notamment nos fournisseurs parce que c'est ça aussi qui va être crucial dans la transformation. Stéphanie, tu veux dire peut-être juste pour compléter, nous on est en train de déployer donc main dans la main avec la directrice financière du groupe, qui est vraiment pour moi à la fois une alliée et on travaille ensemble pour arrimer la finance et l'extra-financier. Et on est en train de déployer un budget carbone. Je crois qu'hier il a été présenté d'ailleurs par certaines de mes collaboratrices. Je crois que ça a fait un petit tabac de leur présentation hier. Où en fait aujourd'hui il n'y a plus de budget. Enfin on démarre sur le budget, il est plus seulement en euros, mais avec des unités. Et ces unités, c'est les tonnes de CO2, mais c'est aussi, on prépare les mètres carrés d'artificialisation ou de biodiversité, donc les fameux, on a fait, de la même manière, tout à l'heure, je dis, on a calculé notre empreinte de GES, on a fait aussi notre calcul d'empreinte GBS, Global Biodiversity Score, en kilomètres carrés de MSA. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est en train d'amplifier l'exercice budgétaire avec des unités biophysiques qui viennent dialoguer avec les unités en euros. Et après, par contre, il y a des priorisations à faire et il y a des investissements aujourd'hui qui cochent à la fois des cases aussi. Enfin, il faut aussi qu'on soit rentable et responsable. Mais voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas tendu et qu'il faut pas, notamment nous pour le groupe La Poste, peut-être dans une situation un peu moins confortable, en termes de non mais en tout cas ce que je veux dire à court terme, parce qu'on a aujourd'hui nous, de toute façon c'est dans la presse, mais on a un sujet sur nos missions de service public et leur juste rétribution entre guillemets par la puissance publique, donc ça pèse un peu, mais bon voilà. Après c'est notre contribution aussi à la société. Autre question, sinon c'est moi qui pose la mienne. Oui. Alors déjà, merci à toutes les deux pour ce temps. Donc, je m'appelle Agathe Escalier, j'ai un podcast qui s'appelle Décousu, qui réfléchit beaucoup, on va dire, à l'avenir de la mode. Mais la question que je voulais poser pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la Poste, sur la notion d'égalité entre rentabilité et responsabilité, je pense que dans l'adaptation, il y a une grosse question aussi sur les objectifs. Adapter pas uniquement le système, mais les objectifs. Et comment vous vous positionnez justement sur la façon dont vous voyez votre soit rentabilité, soit croissance, parce que ce n'est pas les mêmes objectifs non plus. Et est-ce que vous pensez qu'il faut complètement repenser aussi les objectifs finaux, ou est-ce que vous êtes toujours dans la volonté de s'adapter pour continuer à croître, continuer à avoir des objectifs toujours de faire plus, ou est-ce qu'il faut vraiment changer l'objectif final en lui-même en fait ? Moi, je peux peut-être juste dire, déjà, tout à l'heure, je vous ai dit... En 20 secondes chacune, pour ça va le être groupe facile. La Poste, l'objectif, et ça, c'est quand même totalement un changement, ce n'est pas de maximiser le profit. Donc, clairement, ça, c'est un point de départ hyper important. Parce que ça veut dire qu'on peut être amené à réduire des rentabilités, faire des renoncements,
Voilà. Après, il y a derrière la transformation écologique du pays, et notamment dans une transition que je continue à qualifier de 1.5 de réussie, même si elle s'éloigne un peu. Il y a des opportunités, entre guillemets, de croissance et des opportunités business importantes. C'est-à-dire que nous, dans ce qu'on a fait jouer dans le stress de notre modèle, sur le 1.5 et le 4 degrés, 2030-2050, il y a les risques de transition et physique, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Donc c'est aussi là notre capacité, mais ça veut dire des transformations de nos métiers, voilà, de poursuivre, entre guillemets, nous, le changement de la sacoche du facteur et de notre utilité et de notre présence aujourd'hui dans tous les territoires et auprès de tous les Français. Voilà. Merci. En 2 secondes, il y a de la croissance en volume, c'est celle dont vous parlez, et puis il y a aussi de la croissance en qualité En qui valeur, peut être, et en Mmh. valeur qui peut être extrêmement responsable. Et c'est celle-ci que l'on vise davantage, mais qui passe par l'acceptation de revoir des modèles économiques. Quand on s'intéresse vraiment au modèle de l'économie circulaire, on voit qu'on apporte des réponses extrêmement puissantes à votre question, qui est une question philosophique, économique et absolument politique, et qui est centrale. Et donc, l'évolution de ces modèles économiques dans certaines chaînes de valeur, elle est complètement à l'œuvre chez nous. Elle est c'est le début. Parce que je ne veux pas te dire l'inverse. Mais en tout cas, c'est parti. Je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure de ce modèle de la réparation. Je reviens des États-Unis où j'ai visité là-bas que des centres de réparation. Ça a un impact sur l'ensemble des chaînes, y compris d'acheminement, etc., absolument incroyable. Voyez. Et donc, c'est ça, je pense, qu'on doit soutenir très, très fortement. C'est ce modèle de l'économie circulaire. Et juste moi, pour compléter, un groupe comme La Poste, dans son renouvellement et dans son offre pour la société, on a un appareil de collecte dans le diffus et de transport de logistique. Demain, la boîte à lettres, c'est une boîte à ressources matières. Je veux dire, c'est ça le positionnement. Et c'est là où on retrouve responsabilité et rentabilité. Et synergie. Alors, j'ai plus que 2 minutes pour ma conclusion, mais moi, je rappelle quand même que je suis un homme de communication et que je voulais finir là-dessus sur qu'est-ce qu'on dit aux gens, en fait. Qu'est-ce qu'on dit aux viticulteurs? On leur dit, on prévoit des scénarios qui peuvent quand même sembler être des scénarios d'une transition ratée, hein, comment est-ce qu'on en parle aux gens? Comment est-ce qu'on dit aux collaborateurs, aux viticulteurs, aux clients, aux gens dans la pièce ici, on continue à y aller, même si ça va être ric-rac? Alors d'abord, on ne leur ment pas. Et pour moi, c'est absolument, non, mais c'est absolument une imposture de continuer à dire, et certains continuent à le dire, que les 1,5, c'est possible. Non. On est déjà dans le dépassement d'1,5. Donc, il faut arrêter de mentir. Il y a des impostures politiques, sociales, sociétales qui ont des conséquences absolument épouvantables. Et les gens sont des gens qui ont du bon sens, que ce soit les vignerons ou les autres. Donc, il faut arrêter d'être dans cette imposture. Moi, ça me met hors de moi, ça, franchement. Bon. Vous avez gardé ça pour la fin. Et seconde chose, il faut donner envie. Voilà, il faut donner envie, ça veut dire donner l'exemple, ça veut dire mettre les moyens sur la table, ça veut dire accepter, pour reprendre la question de madame, de payer des premiums. Nous, quand on passe à l'agriculture régénératrice, on sait très bien que la rentabilité, elle n'est pas la même pendant 2 ans, pour le cultivateur ou pour l'éleveur. Eh ben, on paye des premiums. Voilà, c'est-à-dire on paye plus cher. Donc, c'est ça, c'est ne pas mentir, donner envie et embarquer. Et embarquer, je reviens sur mon idée de coalition qui n'est pas qu'une idée, mais qui est vraiment un mode d'action maintenant. On travaille ensemble. Quand j'entends ce que j'entends de ma chère collègue sur les boîtes à lettres, on peut imaginer des mutualisations entre nos secteurs. Je veux dire, il faut qu'on arrête de se penser chacun dans nos silos, mais qu'on soit beaucoup plus dans des écosystèmes d'action. Et là, on trouvera les vraies solutions. Non, moi, j'adhère totalement à ce que vient de dire Hélène. Donc, je ne répète pas. Par contre, le +4 n'est pas sûr.
Voilà. Et donc là, franchement, si on n'agit pas et qu'on se dit ça y est, c'est foutu, voilà, il y a non, enfin, c'est un peu comme tu vas mourir d'un cancer, arrête de fumer, mais enfin, je vais déjà, enfin, oui, donc, en effet, la coercition, le bâton, le truc qui fait peur, enfin, je ne crois pas que ce soit ça qui fasse, voilà. Donc, il faut qu'on agisse, ça c'est hyper important. Le plus 4 degrés n'est pas sûr. Et puis alors après, moi, ça va être l'agro aussi de formation qui parle. Cette planète, elle est magique. La nature se régénère. Voilà, mais par contre, faut qu'on comprenne que ça a de la valeur. Je veux dire, on est juste au milieu. Enfin, l'habitabilité de la planète, c'est l'objectif supérieur. Elle va nous rendre énormément la biodiversité va nous rendre énormément de services et tout ça, mais il faut maintenant accepter de dire que voilà, elle a de la valeur et que comme toute chose qui a de la valeur, on la préserve, quoi. C'est vraiment hyper important. Et par exemple, sur les actes de consommation, sur le premium et l'agriculture régénératrice, quand vous achetez à l'autre bout de la planète votre jean, il peut arriver plus lentement qu'en un jour ou deux. Je veux dire, quel est le problème ? Nous, on pousse à ralentir. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que le consommateur, il ne veut pas ralentir. Et il continue à acheter des produits à l'autre bout de la planète, dont on sait qu'ils sont produits. Voilà. Donc, on va les livrer, nous, en mode décarboné. Mais voilà, il y a un acte d'achat derrière. Et c'est vous, nous, en tant que consommateurs. Et ça, ce n'est pas de la décroissance, hein, c'est juste attendre quelques jours son jean. Merci à toutes les deux. Il me manquait juste le coin du feu. Merci à vous pour votre écoute. Bonne continuation sur Produits Durables.